Olivier Fontan, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que la sortie de crise et la relance doivent intégrer l'urgence climatique, mais par quoi cela doit-il passer exactement? Quelles sont vos recommandations concrètes? L'idée, c'est vraiment de placer les enjeux climatiques au cœur des plans d'après la crise, à la fois pour réduire notre vulnérabilité et notre exposition collective aux chocs externes, parce qu'il y aura des chocs climatiques encore, et puis en matière d'émissions pour aller vers la neutralité carbone. Donc, ce que nous disons, c'est que la relance doit être le plus verte possible à grise, et que donc il faut intégrer un ensemble de mesures vertes dans les plans de relance, et en cela se démarquer des décisions qui avaient été prises après la crise de 2008 et 2009, où on avait une série de mesures vertes relativement modestes en France, un petit peu plus prononcées aux États-Unis ou en Allemagne, mais surtout des mesures qui étaient contrebalancées par des mesures grises beaucoup plus importantes en termes de volume financier et qui finalement maintenu l'économie dans une trajectoire beaucoup trop carbonée. C'est exactement le genre de mesures que nous ne devons pas prendre dans les plans de relance de cette année. Il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. On peut déjà prendre le positif, tabler sur les changements de comportement qu'on a eu pendant le confinement. Typiquement, le développement du vélo, le développement du télétravail, quand c'est possible et souhaitable. En termes d'investissement, il faut évidemment plus les orienter sur les infrastructures bas carbone, donc typiquement énergie renouvelable, transport décarboné, qui sont en plus des secteurs qui peuvent tout à fait être créateurs d'emplois, des emplois qui de toute façon un jour seront perdus dans les secteurs carbonés. Mais alors typiquement, les premières mesures qui ont été prises ne tiennent pas toujours compte de l'urgence climatique et de la protection de l'environnement. À quoi cela est-il dû selon vous? Il y a évidemment une énorme pression sur l'ensemble des gouvernements de la planète. C'est la pression de la crise économique et sociale. Et donc c'est l'enjeu classique de l'emploi, qui est une question vraiment absolument légitime et importante, mais ça n'empêche pas qu'elle peut être pensée dans le cadre et en coordination avec la transition bas carbone. Les études qu'on a au niveau international disent que la transition bas carbone n'est pas du tout incompatible avec l'emploi. En fait, globalement, elle aurait un effet neutre sur l'emploi. C'est au niveau mondial, on gagnerait quelques dizaines de millions d'emplois, ce qui, sur le volume global des emplois, est marginal. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas du tout incompatible. C'est pas parce qu'on a une transition bas carbone qu'on va nuire à l'emploi. Et donc, la difficulté aujourd'hui pour les gouvernements, c'est de prendre des mesures qui à la fois répondent à la demande d'emploi à court terme et qui assurent la transition bas carbone à moyen ou long terme. Et c'est compliqué parce qu'en fait, on l'a rarement ou jamais fait. Et forcément, face à ces doutes, le terrain est assez fertile pour les lobbies traditionnels, pour faire valoir leurs intérêts et obtenir des soutiens publics, sur les impôts des citoyens, sans trop de conditionnalité, ou alors avec des engagements à long terme, qu'en fait personne ne vérifiera, et puis quand on sera arrivé à ce terme, de toute façon, il n'y aura personne des responsables d'aujourd'hui pour en répondre. Olivier Fontan, avez-vous ailleurs dans le monde des exemples de plans de relance post-Covid particulièrement respectueux de l'environnement et qui pourraient être inspirants pour d'autres pays? Alors, en fait, là, actuellement, les plans de relance sont en train d'être définis. Début juin, mi-juin, on en est encore là. Donc, il y a très peu de plans de relance qui ont été publiés. Un des premiers à avoir été présenté comme enveloppe globale, c'est celui de l'Union européenne, puisque l'Union européenne a annoncé une importante enveloppe de 750 milliards d'euros pour mettre en œuvre les recommandations du pacte vert européen. Un autre plan de relance qui était annoncé, c'est celui de l'Allemagne. Ce qui est intéressant, c'est que en Allemagne, ça doit être une des premières fois, il n'y a pas de plan de relance spécifique pour la voiture. Il y a une vieille transition industrielle et politique derrière la voiture thermique. Donc ça, c'est une bonne illustration du principe de ne pas nuire. Au-delà des plans de relance, il faut aussi garder à l'esprit que cette année, en 2020, les États partis à l'accord de Paris doivent présenter de nouvelles contributions nationales. C'est les plans d'investissement que les États doivent présenter tous les 5 ans, qui démontrent leur engagement à réduire leurs émissions. Évidemment, avec la crise sanitaire, tout cela est un peu bouleversé. Il reste que les contributions nationales doivent être présentées cette année. Et donc, c'est une excellente occasion pour que l'ensemble des plans de relance définis par les États s'inscrivent complètement dans la perspective de ces contributions nationales. Donc là, je pense qu'on peut attendre un rôle de la France, qui a tout de même eu une responsabilité dans la négociation de l'accord de Paris,
éventuellement conjointement avec le Royaume-Uni, qui est président de la COP26 à venir l'an prochain, pour faire des démarches internationales et inciter l'ensemble de nos partenaires à bien garder en tête la coordination entre les plans de relance qui peuvent mettre en place et la nécessité d'améliorer leur contribution nationale vers une économie plus décarbonée.